Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, bonjour. Bonjour. La première question pose sur l'instance de dialogue que vous avez créée et que vous avez lancée il y a peu de temps. Est-ce que c'est un changement de méthode que vous entendez mettre en place ? C'est ma méthode, c'est-à-dire une manière de considérer les collectivités, et notamment les communes, comme des partenaires de l'éducation nationale. Et c'est pour cela que, plutôt que de se voir de temps à autre ou à l'occasion d'un congrès, même si je suis très heureux de venir à ce 104e congrès de l'Association des maires de France, créer une instance qui se réunit régulièrement avec un ordre du jour pour pouvoir échanger sur des sujets qui sont des sujets d'intérêt mutuel relatifs à nos écoles primaires et puis aussi parfois pour se mettre d'accord lorsqu'il y a des points de désaccord ou des points de tension. Parmi ces points d'accord ou de désaccord, plutôt, il y a celui qui porte sur les AESH, les personnes qui interviennent auprès d'enfants en situation de handicap à l'école. Quel type d'arrangement sur lequel vous pourriez aboutir sur quel type d'arrangement avec les collectivités ? Nous avons effectivement à obéir à l'arrêt du Conseil d'État qui nous enjoint de ne pas rémunérer les AESH pendant le temps périscolaire. Donc sur le temps de midi notamment ? Sur la pause méridienne notamment. Et donc il y a plusieurs solutions. Celle que nous privilégions consisterait à ce que les AESH soient payés dans la globalité de leur temps de travail avec un remboursement pour le périscolaire de la commune vers le ministère de l'Éducation nationale. D'autres voies sont possibles, par exemple celle qui consiste à faire un changement d'intervenant auprès des enfants. Ce n'est pas toujours nécessaire, ce n'est pas toujours une bonne chose pour certains types de handicap, avec des agents qui, eux, sont rémunérés sans difficulté par la commune. On s'approche de la bonne formule qui permettrait de surcroît à ce que les AESH soient payés environ 35 heures et que leur rémunération soit donc plus attractive. Donc, quand vous dites on s'approche de la bonne formule, il y aura une décision quand ? On travaille, ce sont des questions administratives et juridiques très complexes qui doivent être validées par les instances concernées. Mais je pense que dans les mois à venir, on va trouver une solution, d'autant plus que la Conférence nationale du handicap, prévue au mois d'avril, sera aussi l'occasion de parler de ces questions. On a beaucoup parlé ce matin dans le forum auquel vous avez participé des difficultés de recrutement, que ce soit d'AESH, d'animateurs, d'ATSEM, les agents spécialisés dans les écoles maternelles. Est-ce que ça vous inquiète en tant que ministre de l'Éducation nationale ? Bien sûr, on a des difficultés de recrutement dans de très nombreux métiers de l'éducation nationale. C'est pourquoi nous augmentons les rémunérations des AESH, des AED de manière significative l'année prochaine, comme celle des professeurs d'ailleurs. Mais cela ne suffit pas pour accroître l'attractivité de ces métiers. Il faut aussi réfléchir à leur place dans la société, au déroulement de carrière et à un ensemble de questions pour que les métiers de l'éducation nationale retrouvent l'attractivité qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Vous parliez aussi d'un problème structurel concernant l'école inclusive, qu'il fallait aussi revoir ses fondements ou ses bases ou son évolution. Il faut confirmer l'école inclusive qui a connu un développement très spectaculaire depuis 2005, ce qui est une très bonne chose. Mais il faut aussi régler un certain nombre de difficultés liées à cet accroissement spectaculaire, à l'engorgement aussi du côté du médico-éducatif, à la meilleure manière d'accueillir les enfants à besoins particuliers. C'est pour ça qu'au-delà de la création de postes d'AESH, c'est ce que nous faisons, 4000 supplémentaires à la rentrée, 4000 l'année prochaine, il faut aussi réfléchir de manière plus structurelle à l'articulation entre l'école et puis les instituts médico-éducatifs. Une question qui n'a pas été abordée ce matin, mais qui intéresse beaucoup d'élus, c'est la carte de l'éducation prioritaire. On annonce une réforme de cette carte. Est-ce que les élus peuvent escompter ou espérer qu'elle puisse se rapprocher de la carte de la géographie, de la politique de la ville également ? La carte de l'éducation prioritaire, sa dernière mouture remonte à 2005 sur des données qui elles-mêmes sont vieilles de 12 ans maintenant. Il faut donc actualiser tout cela. La société française a beaucoup changé depuis 2010 ou 2011. Et puis, bien entendu, il y a une articulation à penser avec la politique de la ville. C'est tout ce chantier que nous mettons en œuvre dans le cadre d'une politique qui vise à réduire les inégalités sociales et scolaires. C'est un chantier qui doit aboutir quand ? Il va se poursuivre dans les mois à venir. Nous espérons aboutir à la fin 2023. En même temps que la nouvelle carte de la politique de la ville, finalement. Exactement, peut-être ? ce qui va dans le sens de cette meilleure coordination.
D'accord. Une dernière question qui porte sur les attentes des maires. On les a entendus ce matin parler du bâti, de l'évolution du bâti scolaire et aussi aborder la question du numérique, de l'équipement numérique des écoles et des problèmes que ça pouvait rencontrer non seulement d'argent, mais aussi d'utilisation par les équipes enseignantes. Sur ces deux sujets-là, sur quoi les maires peuvent-ils compter déjà financièrement, puisqu'on a entendu les demandes d'aide financière? Sur l'aide de l'État, le président de la République l'a annoncé vendredi. L'État va mobiliser des aides pour la rénovation thermique des bâtiments scolaires. C'est un enjeu l'hiver, bien entendu, avec les consommations d'énergie. Et puis, c'est un enjeu aussi lié aux vagues de chaleur qui affectent la continuité pédagogique, parfois aussi l'organisation des examens au mois de juin. Donc des aides de l'État, en particulier pour les petites communes et notamment tout ce qui relève de l'ingénierie. Et puis de l'autre côté, du côté numérique, une expérience tout à fait intéressante est menée dans 12 départements. Ce sont ce qu'on appelle les territoires éducatifs numériques. Nous allons faire le point là-dessus pour voir comment ça marche. Ça inclut évidemment les communes, à la fois dans l'utilisation du matériel informatique, mais aussi dans la relation entre les enseignants et puis les élèves. On l'a vu pendant la crise sanitaire, ça a été très important, de manière à envisager l'extension de ces territoires éducatifs numériques à l'ensemble du pays. On fait le point et puis on regarde ce qui peut être amélioré, mais voilà une réponse aux questions qui ont été effectivement formulées ce matin. Vos prédécesseurs avaient mis en place des conventions ruralité concernant la carte scolaire pour pouvoir avoir des échanges avec les collectivités. Est-ce qu'elles sont maintenues? Est-ce qu'elles vont être pérennisées, c'est-à-dire à nouveau signées? Cette question est en suspens. Ce qui est certain, c'est que le ministère de l'Éducation nationale et moi-même portons une attention particulière aux territoires ruraux, notamment dans un contexte de baisse des effectifs scolaires qui va s'accentuer dans les années à venir. Il faut tenir compte de cela. Et puis, il y a des enjeux spécifiques aux territoires ruraux. Il y a le numérique, on vient d'en parler. Et puis, il y a aussi la question de l'éducation prioritaire, parce que l'éducation prioritaire, ça n'est pas que les mondes urbains ou périurbains, ça peut aussi concerner le monde des campagnes. Merci beaucoup.